La vie vous apprendra que vous ne pouvez pas contrôler la loyauté d'une autre personne, car la façon dont vous la traitez ne veut pas dire de facto qu'elle vous traitera de même. La valeur que vous lui donnez n'équivaut pas toujours à la valeur qu'elle vous donne. Parfois, les gens que vous aimez le plus sont ceux à qui vous devrez faire le moins confiance si vous sentez des zones d'ombre, notamment des incertitudes, des incompréhensions, pire parfois, du mépris teinté d'une hypocrisie souriante dans les rapports. On dit très souvent, la confiance se gagne, le respect se donne et la loyauté se démontre. Manquer à l'un des trois signifie la perte de tous les trois. Certaines personnes ne vous sont pas fidèles, elles sont fidèles à leurs besoins en vous. Une fois que leurs besoins changent, leur loyauté change aussi. Cependant, malgré la méchanceté et la traîtrise des hommes, restez une personne loyale et sincère. Il vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour la trahison. Dans un monde plein de serpents, de rats et de charognards, la loyauté ne peut jamais être imposée par la force, par la peur, par l'insécurité ou par l'intimidation. Elle est un choix que seuls les esprits forts ont le courage de faire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin. Au petit matin de ce mercredi, notez d'entre deux jeux que les échanges entre le ministre des Affaires étrangères béninois Chegoum Adjadi Bakari et le ministre et l'ambassadeur de Burkina Faso auprès le Bénin font la une des gros titres parus ce jour. Notez également que quelques commentaires au sujet des réformes du secteur funéraire partagent des commentaires à la une des parutions de ce matin. Vous avez également à la une des parutions de ce matin quelques points d'activité menés par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB sous le leadership de Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou. Dans le bulletin matinal d'information, Nansrine Fatoumi nous fait savoir que la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi organique sur le Conseil économique et social et nous en parlera. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé au lancement du projet d'assistance humanitaire de la CEDEAO aux sinistrés des inondations de 2022. On en parle au cours de cette matinale. Vous aurez à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou, de Parakou, autant pour moi, qui se sont prononcés sur l'abandon des corps à la morgue. La page d'espoir ce matin est présentée par Anel Dohou. Notez que la Confédération africaine de football annonce les dates limites de conformité pour les clubs en compétition africaine. Le championnat national scolaire démarre ce mercredi. On en parle. Victor Zmunka commente la reprise du championnat national Ligue Pro. Cela sera également au menu de la page des sports. La définition du jour ce matin avec Kanté Amousso qui nous revient pour de très belle. Il parle ce matin de l'expression jeter la première pierre. Juste après lui, Atifa Olafa sera sur ce plateau pour les trucs et astuces. Cette astuce ce matin sont présentées. Il s'agit de cette astuce naturelle pour soigner les dartres. Juste après elle, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Kanté Amousso qui revient une fois encore. Il aura à nous présenter l'horoscope du jour. Il nous fait savoir que les natifs du signe Lion sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du signe, le ciel vous donne des atouts pour faire avancer vos idées plus vite et plus facilement. Vous acceptez de faire des efforts relationnels pour sécuriser vos projets car il reste votre préoccupation majeure. Juste après la présentation des prévisions astrologiques, j'aurais installé pour vous le panel de discussion avec Carles Kitomé, Kanté Amoussou, Nansrine Fatoumi et Atifa Olafa. Ce matin, on parle on cherche à savoir, autant pour moi, quelle relation doit-on réellement entretenir avec son père pour une vie heureuse. Excusez-moi, autant pour moi. Juste après le panel de discussion, j'aurai à recevoir pour vous avec Atifa Olafa, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président de CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Avec lui ce matin, on parle de cette œuvre qu'il a fait paraître, Sed Degbedo, un voyage au cœur du Fa et des vestiges endogènes. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, ou juste après ce jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin titre en manchette classement des performances 2023 de la Banque mondiale, le port autonome de Cotonou en difficulté. Le CANA fait observer que bien qu'ayant bénéficié des attributs du CNCB, le
Conseil national des chargeurs du Bénin, de la COBENAM et autres, le port de Cotonou peine à briller sur le toit du monde. La récente publication de la Banque mondiale le classe 50e en Afrique sur 52 ports et 401 sur 405. Retrouvez l'analyse de la rédaction sur ce classement à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, après la tentative d'assassinat de Donald Trump, l'urgence pour l'Amérique selon Isidoros Carderinis. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, Cour constitutionnelle, la loi sur le Conseil économique et social, CES, validée. 38e colloque international sur les méthodes de la théorie des groupes en physique, Cotonou, carrefour des ténors des maths et physique, une première en Afrique grâce au professeur Norbert Hunkonou. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, ainsi que les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de financement de l'action climatique en quête d'un mécanisme innovant. Le Canada nous apprend que le Bénin a abrité une table ronde sur le financement de l'action climatique ce mardi 16 juillet 2024 à Cotonou. Une décision pour le pays de présenter, une occasion autant pour moi pour le pays de présenter ses priorités stratégiques en la matière et de discuter des options de financement des projets. Retrouvez le compte rendu détaillé à la page 3. On lit également à la une de la Nation de ce matin. Croissance économique dans la sous-région, le Bénin parmi les pays modèles. Fraternité quant à lui ce matin, réglementation du secteur funéraire au Bénin, des questionnements métaphysiques. Docteur Tatiana Korumpa, sociologue, je cite, on ne sait plus comment on enterre dans nos cultures, fin de citation. Le plaidoyer du docteur en droit de l'environnement Rémi Akpovi, tout ceci est à retrouver aux pages 2 et 3. Retrouvez également à la une de Fraternité de ce matin, loi organique sur le Conseil économique et social, conformité validée par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Suite aux allégations du président Ibrahim Traoré, l'indignation du gouvernement à l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin est rapportée en page 4. Le matinal, quant à lui, ce matin, fausse accusation de Ibrahim Traoré sur la présence de bases militaires françaises. Le Bénin exprime sa désapprobation tête-à-tête entre Olusegun Adjadi Bakari et l'ambassadeur du Burkina Faso hier. Le Canada nous apprend que les propos du leader de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré, jeudi 11 juillet 2024, ont suscité l'indignation des autorités béninoises. À la suite de ces graves accusations faisant état de la présence de bases militaires françaises au Bénin, le gouvernement, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a formellement notifié sa désapprobation à l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin. Retrouvé des précisions sur la teneur de leurs échanges à la page 2 de sa livraison de ce matin. Cour constitutionnelle, la loi organique du Conseil économique et social CES conforme à la Constitution. On passe à présent à Matin libre. Supposée base militaire française au Bénin, et si Ibrahim Traoré brandissait les preuves, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, immatriculation au Bénin, possibilité d'obtenir des plaques de moto à l'achat, celles non retirées bientôt détruites, nous annonce le journal. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. À l'origine des difficultés entre les acteurs de la filière Acajou et le gouvernement, Fort Yassingbe, encore dans une vengeance maladive contre Patrice Talon. Il prépare par la même occasion un mauvais coup contre les commerçants béninois, rapporte le journal. On lit également à la une du Monde Canard ce matin, égalité des genres et inclusion sociale. La NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, renforce les capacités des RSI des 77 communes. En illustration, la photo de Luc Setondia Tropo, président de la NCB et maire de la ville de Cotonou.
La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, présidentielle de 2026, possibilité d'une alliance entre Olivier Bocco et les partis d'opposition, s'interroge le Canard et nous apprend qu'à mesure que 2026 s'approche, les faiseurs de calculs politiques multiplient les simulations mais aussi les interrogations, parfois au regard de ce qui se passe sur la scène politique nationale. En perspective des élections générales de 2026, les observateurs n'excluent pas une probable coalition entre les partis d'opposition et le camp de l'ancien confident de Patrice Talon, Olivier Bocco. Ceci en raison des traitements dont fait l'objet les partisans de l'ancien ami du chef de l'État. Il s'agit bien d'Olivier Bocco. Retrouvez l'article du journal qui fait cas de cette situation à la page 3 de sa livraison de ce matin. La Nouvelle Tribune parle également de pénurie du ciment par endroit. Retrouvez des détails sur ce que dénonce le journal à la page 5 de sa livraison de ce matin. Libération évoque un sinistre pour cause d'inondation au Bénin, près de 393 millions de francs CFA au profit des populations concernées. Des détails à retrouver en page 3. Nord-Sud quotidien, quant à lui, au large des côtes italiennes, 14 migrants béninois portés disparus. Nous passons à présent à l'événement précis suite aux accusations du capitaine Ibrahim Traoré, l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin, convoqué à Cotonou. Le président burkinabé a trop d'imagination et est mal informé selon Marc Vizy, ambassadeur de France près le Bénin. L'ODEM rappelle les professionnels des médias à l'ordre. Retrouvez le dossier de la rédaction sur cette actualité aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, départ à la retraite, la directrice Hélène Doyon, épouse Yekini Honoré, est célébrée. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste. Croissance économique et marché commun, les 30 ans d'intégration de l'UEMOA célébrés à Cotonou jeudi prochain. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin, retrait des pays sahéliens de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso perdent 500 millions de dollars d'aide publique. Le confrère de la matinée à présent, session de renforcement de capacité au profit de la presse sportive. Benoît Dato, véritablement à l'écoute et toujours disponible à accompagner l'autorité soucieuse de la qualité et du contenu des reportages sportifs. La primeur ce matin, édition 2024 du mois de la mode au Bénin. Agenda complet, innovation et perspectives dévoilées. Cette édition est placée sous le parrainage de Lolo Andoche. Nous passons à présent à Le Grand Jury, travaux de construction des logements sociaux à Ouedo. La mafia vend illicitement les déblais et se partage l'argent. Bientôt, nom et prénom des mafieux et leurs chefs seront publiés, rapporte ou annonce et dénonce le confrère ce matin. L'autre quotidien ce matin à la une, prétendue présence de bases militaires françaises au Bénin. L'ambassadeur du Burkina Faso convoqué pour explication. Des détails à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous bouclons avec l'emblème du jour. Réajustement du régime de la détention provisoire par la Cour constitutionnelle vers la modification du code pénal. Louis Vlavonou et ses collègues sont attendus pour la mise en cohérence du code pénal. Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin. Décision DCC 24-140 du 16 juillet 2024. La nouvelle loi organique du Conseil économique et social CES est conforme à la Constitution. Décision des sages de la Cour constitutionnelle qui est publiée à la page 6. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour à vous comprenez un peu la confusion, Atifa Nasrine, bonjour à vous Aneldou. Bonjour à vous Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Merci à vous. Il y a vous. du changement dans l'air. Vraiment. Alors, Atifa à la fin, la Cour, Nasrine Fatoumi, Atifa me perturbe ce matin. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi numéro 2024-26 portant loi organique sur le Conseil économique et social. C'est bien cela, un internaute. Bonjour, ce mardi 16 juillet, à l'issue
l'issue d'une audience, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont en effet validé la conformité de ces dispositions à la Constitution béninoise. Cette décision renforce la légitimité de la loi organique numéro 2024-26 sur le Conseil économique et social et marque un tournant significatif dans le processus législatif au Bénin. La prochaine étape devrait consister à sa promulgation par le chef de l'État, Patrice Talon. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé au lancement du projet d'assistance humanitaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aux sinistrés des inondations de 2022. Le lundi 15 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a procédé au lancement du projet d'assistance humanitaire de la CEDEAO aux sinistrés des inondations de 2022 au Bénin. C'était en présence des représentants des communes bénéficiaires. Le reportage avec Anaël Do. Le projet d'assistance humanitaire de la CEDEAO aux sinistrés des inondations de 2022 est désormais effectif au Bénin. Cet appui qui vise 48 communes s'élève à plusieurs centaines de millions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mis à la disposition de notre pays une enveloppe financière de 392 357 051 francs CFA au profit des sinistrés des inondations de l'année 2022. Monsieur le représentant résident, je vous prie de transmettre très sincèrement les remerciements du gouvernement du président Patrice Talon au président de la commission de la CEDEAO pour l'accompagnement constant de votre organisation à l'endroit du Bénin et plus particulièrement ce geste de générosité en faveur de la protection civile au Bénin. L'apport de l'organisation internationale a 3 objectifs. Le projet, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc par-delà la répartition géographique, Monsieur le Ministre, il vise 3 objectifs majeurs. Fournir une assistance humanitaire donc à 2500 ménages touchés par les inondations, les populations en déplacement interne et les réfugiés, surtout dans la partie nord du Bénin. Il s'agit de travailler conjointement pour fournir une assistance visant à renforcer la résilience et le relèvement des citoyens les plus vulnérables suscités. Grâce à cet appui qui vient compléter celui du gouvernement béninois, les populations toujours sinistrées vont retrouver un peu de réconfort. Le gouvernement béninois, à travers le ministère des Affaires étrangères, a convoqué ce mardi l'ambassadeur du Burkina Faso au Bénin. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, a convoqué ce mardi 16 juillet l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin, suite aux déclarations du capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte le Bénin, a signifié son indignation au diplomate burkinabé en poste à Accra, au Ghana. Pour rappel, lors d'une rencontre grand oral, le capitaine Ibrahim Traoré avait déclaré que le Bénin abriterait 2 bases françaises, tous entraînaient des terroristes pour déstabiliser son pays. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés sur l'exportation du pétrole brut nigérien via le Tchad. Le 11 juillet dernier à Niamey, les ministres en charge des hydrocarbures du Niger et du Tchad ont convenu de concrétiser dans un délai raisonnable le projet de construction du pipeline reliant les 2 pays, une nouvelle que les Béninois apprécient diversement. Au micro de Quentin Amoussoudouane, Diane Kouagou et Clémence Benou. En tant que citoyen béninois, cela me fait beaucoup pleurer. Me fait beaucoup pleurer parce que si le pétrole nigérien passait par ici, je pense que le trésor public va trouver de quoi se manifester un peu. Si réellement le président Tiani sait que et les 2 peuples, et le peuple béninois et le peuple nigérien, nous sommes tous des frères, alors quand même, qu'on le veuille ou pas, il doit avoir des incidences financières. Il s'agit de l'argent. Le passage sur le territoire béninois de l'Éléoduc nous fait gagner en devises. Et pas plus tard qu'il y a 1 mois auparavant, ce qui devait nous revenir, environ 300 milliards, était versé. Et c'est une perte. Vraiment, je suis un peu déçu. Parce que c'est une grande perte en matière d'économie pour le Bénin. Le Bénin et le Niger, en matière de pipeline qui vient de Niamey vers Sémé-Claqué, je pense que ça rapporte au Bénin quelque chose de 10 milliards de francs CFA par an. En dehors de ça, il y a les ouvriers qui sont au sol sur le piste pipeline de Sémé-Kodji.
qui travaillent. Moi, ça ne me quitte pas. Le pipeline du Tchad au Niger, ça fait 600 km. Donc le Niger aussi va encore obliger, la Chine de dépenser encore 600 et 100 sous pour les 600 km de pipeline. Bon, si, par exemple, on vient encore de faire coup d'État à Tiani, si d'autres viennent, ils vont dire qu'on va voir. Donc ça veut dire que ça là, ce problème-là, attendons voir. Peut-être qu'aujourd'hui, si on est perdant pour en ce qui concerne le pipeline, mais on ne vivait pas de pipeline. Certainement qu'ils savent qu'en perdant du moins ou du peu, ils vont en gagner davantage. Parce que déconstruire ou reconstruire, ça ne serait pas facile que ce qui a été déjà investi. On se rend dans la ville de la cité des Koubourou, la ville de Parakou, où quelques citoyens se sont prononcés sur l'abandon des corps à la morgue. Il a été constaté que des corps sont abandonnés pendant de longues périodes dans les morgues, ce qui entraîne l'engorgement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce délai? Quelques citoyens de la ville de Parakou en parlent. Ils sont au micro de Constantine Awandine et de Samuel Aguerre. Plusieurs raisons peuvent être à la base d'abord. Et ça dépend également de la religion. Ça dépend de la religion. Par exemple, chez les chrétiens, chez nos frères chrétiens, je pense bien que chez eux, là-bas, d'abord, les coûts pour organiser les funérailles pèsent souvent au décès de la personne. Donc, ils préfèrent carrément laisser d'abord les corps à la morgue et chercher l'argent pour bien organiser le funérail. Bon, ce qui peut être à l'origine de ça, c'est énorme parce que il y a d'autres parents qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aller reprendre ceux qui sont les décès, ceux qui sont à la morgue. Maintenant, il y a d'autres aussi qui prévoient les reprendre du fait qu'ils ont déjà programmé ensemble avec la famille sur une longue durée. Parce qu'il n'y a pas l'argent dans le temps. Donc, ils ont prévu laisser ça à la morgue pour une certaine durée pour aller récupérer ça. Et chez nous, tant que ça n'a pas pris assez de temps, c'est la tradition. C'est la tradition. Et on fait une fête. Si je dis fête, ce n'est pas nécessairement de mettre des milliards ou bien des millions en cause. Si c'est les moutons, les cabris, vous allez tuer pour dire, bon, c'est votre grand-papa, vous avez eu la chance de voir votre grand-papa. Et lui-même, il est content en voyant ça là-bas. C'est vrai je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais c'est ce qu'on dit. Chez les musulmans, en quelque sorte, s'il y a un décès, l'enterrement se fait en même temps. Ça ne prend pas 2 jours. Au plus dans la journée, ou carrément si le décès a lieu la nuit, on attend carrément le matin pour en quelque sorte faire l'enterrement du corps. Maintenant, nous les musulmans, ce qui se passe, s'il y a un décès là, donc on est obligé de l'enterrer parce que nous, on ne fait pas, comment dit-on, ce que les chrétiens font. Nous, on l'enterre pour pouvoir vite, chacun va aller faire son boulot. C'est à cause de ça, nous, si la personne décide, on est obligé de l'enterrer vite. Bon, en tant que musulman chez nous, dès déjà que la personne décède, le corps est lavé déjà directement. Si je suppose que la personne n'est pas décédée tardivement, c'est-à-dire la nuit, immédiatement la personne est enterrée. Pas besoin d'amener ça à la morgue. Bon, selon moi, du fait d'amener quelqu'un à la morgue, je préfère qu'on l'enterre en même temps. Parce que chez les musulmans, quand on les voit, quand quelqu'un meurt en même temps, on les enterre immédiatement. Je préfère que ça soit aussi comme ça parce que cela, ça va permettre à l'homme de garder son argent pour faire autre chose. Bon, tout ce que moi j'ai à dire concernant cette pratique, bon, un mort, peu importe, et comment on dit, peu importe la cotisation ou bien peu importe les préparatifs du funérail, cela ne ramène pas ce dernier sur terre. Donc le mieux, quand quelqu'un décède, c'est procéder à un enterrement rapide. Et cela en quelque sorte aide aussi à surmonter, et comment on dit, et
ça aide à surmonter la douleur que cela suscite quand on perd un proche. Ça aide à surmonter vite cette douleur. Or, plus ça prend du temps, à chaque fois on pense que la personne vit toujours avec nous. Et cela crée encore, en quelque sorte, des douleurs au niveau des personnes concernées. Moi, j'invite tous les amis chrétiens. Même il y a des musulmans qui sont laissés comme ça parce qu'on ne connaît pas l'intéressé. On ne connaît pas sa famille. Ceux qui abandonnent les corps à la morgue, de ne pas laisser. Ce n'est pas trop bon parce que le corps même noirci. Il souffre sur terre et il souffre encore dans la morgue. Vous voyez, ça fait deux souffrances. Parfois, les soins deviennent verts. D'autres même là, tu ne connais même pas si c'est ton parent ou bien c'est qui. Donc vraiment, il n'a qu'à faire diligence. Au plus, le corps ne doit pas dépasser un mois, même 2 semaines. Ça suffit largement pour qu'on puisse enterrer son parent. Donc, faites un peu vite pour chercher vos cadavres à la morgue si ça tient qu'à moi. En France, pour finir, le président Emmanuel Macron a accepté officiellement la démission du gouvernement de Gabriel Attal. Le président français Emmanuel Macron a accepté ce mardi 16 juillet la démission de son premier ministre Gabriel Attal et de tous les ministres qui assurent désormais le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Dans son discours de remerciement, Gabriel Attal a souligné que bien que le gouvernement soit désormais en fin de mandat et chargé des affaires courantes, il continuerait à garantir la continuité de l'État jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Il faut noter que la démission du gouvernement marque la fin d'une phase politique et ouvre la voie à une nouvelle ère avec la transition vers un nouveau gouvernement déjà en préparation, sans doute avec le nouveau Front populaire. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion, mais avant de rester avec moi, on retrouve Anaël Do juste après ce jingle. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Hachim. La Confédération africaine de football annonce les dates limites de conformité pour les clubs en compétition africaine. Effectivement, la Confédération africaine de football, la CAF, a fixé au 25 juillet 2024 la date limite pour que tous les clubs participant au premier tour des préliminaires des interclubs, c'est-à-dire la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération, à transmettre les dates et les heures de leur match. La CAF a aussi informé les clubs qui ne disposent pas de stade à domicile d'envoyer le nom du stade sur lequel ils vont accueillir leur adversaire au plus tard le 22 juillet. Notons que Coton Football Club a déjà annoncé et a choisi le stade Félicia de la Côte d'Ivoire pour accueillir ses matchs, et le vice-champion en titre, Dadje Football Club, a choisi le stade de Kégué au Togo pour accueillir les matchs pour les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le championnat national scolaire démarre ce mercredi. La 4e édition du championnat national scolaire va démarrer ce mercredi 17 juillet 2024 au stade Omnisport d'Avrancourt. Et pour la fête de et pour que la fête soit belle, les petits plats sont mis dans les grands. Ainsi, le programme a été déjà dévoilé pour cette première journée, la journée de ce mercredi. Alors que le top de la cérémonie d'ouverture, de lancement de cette édition sera donné à 13h. Les amoureux du sport auront droit déjà à quelques rencontres qui vont démarrer plus tôt dans les 4 disciplines en compétition, à savoir le football, le basketball, le handball et l'innovation de cette année, le volleyball. Victor Zvonka commente la reprise du championnat national Ligue Pro. La Fédération béninoise de football a annoncé la semaine dernière le démarrage de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 pour le 15 septembre 2024. Cette annonce suscite diverses réactions au sein des acteurs, car la première date de reprise n'a jamais été respectée depuis quelques années. Victor Zvonka, entraîneur de Coton Football Club, exprime son avis à ce sujet. Alors c'est vrai que j'ai vu dans les médias que peut-être la saison, on allait la commencer au mois de septembre. Si c'est le cas, tant mieux, parce que nous, on va se préparer de bonne heure. On va être directement après la Champions League, naturellement dans le tempo, dans l'entraînement, dans le rythme.
Et si on commence le fin septembre, ça sera très bien pour tout le monde. D'abord pour les entraîneurs, parce qu'ils auront un plan de travail. Après pour les joueurs, parce qu'ils seront très tôt sur les terrains. Et puis pour le championnat, parce que ça donnera encore plus de clarté. Et puis naturellement encore plus de matchs qui seront difficiles pour la qualification, pour la deuxième partie du championnat. Voilà. Les cotonniers reprennent les entraînements dès ce mercredi. Effectivement, les cotonniers reprennent les entraînements dès ce mercredi, comme vous l'avez dit. Si l'équipe a progressé en termes de volume de jeu la saison écoulée, cependant, son taux d'efficacité reste faible. Et quand on apprend que Romaric Amoussou, le métronome, quitte le club, Vitor Ronca et son groupe doivent s'améliorer dans ce secteur de jeu. Suivez les explications de l'entraîneur. C'est vrai que l'année dernière, je l'ai souvent dit, notre équipe a sûrement dans le jeu fait de belles prestations, s'est améliorée par rapport à l'année précédente, ou les 2 années précédentes. Mais on a manqué beaucoup d'efficacité. On s'est produit de nombreuses occasions. Sur le plan défensif, on a toujours été présent. Mais sur le plan offensif, dans toutes les rencontres, on avait 5 ou 6 occasions nettes. Malheureusement, on n'était pas efficace. Et donc, c'est vrai qu'on va essayer d'améliorer ça dans le travail d'abord d'avant-saison. Puis on va essayer aussi, naturellement, au niveau offensif, de récupérer des joueurs qui vont naturellement essayer d'améliorer ce potentiel offensif. Voilà, en sachant que Romaric est parti. Et donc, on va regarder d'abord sur le plan local ce qu'on peut trouver. Et puis, naturellement, trouver un étranger qui a une belle expérience sur le plan international et qui va nous aider et qui sera naturellement compétitif pour la suite de la saison. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous, une fois encore, Nasrine Fatoumbi, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je vais appeler en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour, les trucs et astuces et les prévisions astrologiques. Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour la définition du jour et les prévisions astrologiques. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Kanté Amoussou, ce matin, l'expression c'est jeter la première pierre. Justement, bonjour amis internautes, c'est une expression qui signifie accuser, blâmer, critiquer ou encore condamner. Alors, l'origine et la définition de cette expression. Il faut noter que sous cette forme, c'est une expression qui est attestée en 1672, mais au XVe siècle, on disait déjà avec le même sens, jeter des pierres dans le coutil qui veut dire le jardin de quelqu'un. Alors, pour qui connaît un peu l'évangile, l'origine de cette expression paraît quand même évidente. Elle remonte à un épisode où Jésus était encore sur terre. Une femme qui avait commis un péché d'adultère devait, selon la loi de Moïse, une loi dictée par Dieu, je vous le rappelle, a été condamnée à la lapidation. Et donc, ceux qui allaient accomplir la sentence invitèrent Jésus à y participer. Le but étant de le piéger, soit il renonçait à obéir à la loi, soit encore il ne respectait pas son propre enseignement qui consiste au pardon. C'est à cette occasion que le Christ a dit son fameux que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, cette première pierre qu'on devait jeter à la dame qui devait procéder à la lapidation. Comme aucune des personnes présentes ce jour-là ne pouvait décemment prétendre être totalement pure, elle renonçait toutes à une lapidation, permettant ainsi à la jeune femme de rester en vie et d'être pardonnée par Jésus. Et voilà, vous comprenez très bien, c'est de cet épisode qu'est née l'idée de condamner associée au fait que jeter une pierre à quelqu'un avec un sens affaibli dans notre expression aujourd'hui, puisqu'il n'est plus ici question d'une pure condamnation, mais plutôt d'une simple accusation ou encore critique. Et voilà, d'une simple accusation ou encore critique. Et voilà, c'est toute la définition de ce jour. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, on se retrouve à Atifa Olafa juste après ce jingle pour les trucs et astuces.
Atifan Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Cette astuce naturelle pour soigner les dartres. Tout à fait. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce mercredi. Les dartres apparaissent lorsque la peau est en déficit de lipides et elles se manifestent le plus souvent chez les personnes plus âgées et les plus jeunes. Pour éviter donc de développer des dartres et d'autres problèmes de peau, vous pouvez commencer par mettre en place quelques soins. Lavez-vous avec un produit sûr gras, si possible sans savon. Pensez à bien vous rincer après une baignade en mer ou à la piscine. Ne vous exposez pas au soleil ou au froid sans protéger votre peau. Mangez du poisson gras au moins 2 fois par semaine. Deuxième astuce, le gel d'aloe vera. Connu pour ses vertus cicatrisantes et hydratantes, l'aloe vera a aussi des pouvoirs apaisants et infectieux. Il est aussi conseillé de l'additionner à des huiles essentielles de camomille à raison d'une goutte de 10 ml de gel. Les crèmes contenant du zinc ou du cuivre peuvent aussi aider à diminuer les dartres à condition de les utiliser au quotidien. Troisième astuce, l'huile d'onagre. Elle s'utilise pure sur un coton. Il suffit de tamponner doucement la zone à traiter. Si vous n'avez pas d'huile d'onagre, vous pouvez la remplacer par de l'huile de bourrache. Quatrième astuce, le beurre de karité. Connu pour redonner à la peau son élasticité, il est riche en vitamine A et son parfum est une raison supplémentaire de l'utiliser pour soigner des dartres. Pour le rendre souple, mettez une noix au creux de votre main et modelez-la de façon à obtenir une pommade souple et facile à appliquer. Cinquième astuce, la camomille en cataplasme, souvent utilisée pour soigner les problèmes de peau, dont ceux provoqués par les dartres. Pour réaliser votre décoction à base de camomille, prenez 30 g de fleurs séchées et mettez-les dans une casserole remplie d'un litre d'eau. Portez à ébullition et laissez une quinzaine de minutes sur le feu. Imbibez ensuite une compresse de cette décoction refroidie et appliquez-la sur la zone à traiter. Laissez poser pendant 20 minutes. Sixième astuce, les lotions à base de plantes. Certaines plantes sont intéressantes pour apaiser et faire disparaître les dartres sur votre peau. Pour cela, mettez 100 g de racines de bardane séchées et détaillées en petits morceaux dans un litre d'eau et portez-le à ébullition. Laissez macérer pendant une quinzaine de minutes en laissant bouillir. Lorsque la décoction est froide, filtrez et passez sur la zone à traiter avec un coton. Septième et dernière astuce, pour faire disparaître les dartres, on a le sérum maison à l'huile essentielle de géranium. Pour lutter contre les dartres, vous pouvez concocter votre propre sérum et l'utiliser au quotidien pour vaincre des plaques disgracieuses. Vous pouvez ensuite masser votre peau avec cette préparation plusieurs fois par jour pour soigner les plaques de dartres. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifan Lafa, pour cette présentation. Quant à Moussou, il arrive parfois de voir des femmes avec des dartres, mais qui sont belles. Oui, moi j'en ai connu. Très belles d'ailleurs. Bon, pour moi, ça apporte une touche de beauté. Oui, pour moi, les hommes aussi, vous envoyez avec... Souvent, comment je vois ces villes? Avec les hommes ou avec les femmes? Hommes comme femmes. Hommes comme femmes. Oui. Ah, il faut voir, c'est quelque chose qui est quand même naturel. Je témoigne, il faut voir quand même certaines femmes, comme parfois, lorsqu'elles sont claires et qu'elles ont les dates, ça donne une autre touche particulière à leur beauté. Oui. Il faut le voir. Si on n'a pas vu, on ne peut pas commenter ce constat-là. Merci à vous, Quentin Moussou, pour le partage de ce constat avec moi. On vous retrouve juste après ce jingle pour l'émotion. C'est nostalgique. On se retrouve juste après ceci pour l'horoscope du jour. Quentin Moussou, les prévisions astrologiques du jour.
Recevez l'horoscope chez vous, amis Bélier. En ce moment, la routine professionnelle vous pèse et vous fatigue psychologiquement. Des changements imprévus vous donnent un peu d'espoir. Accrochez-vous. Amis du signe Taureau, en recherche d'emploi, vous pouvez dire ce que vous pensez sans craindre la réaction des autres, car votre discours colle parfaitement à l'ambiance générale. Gémeaux, quant à vous, une journée un peu compliquée vous attend sur le plan professionnel. Cancer, si vous restez dans vos marques tout en dynamisant votre travail, vous pourrez tirer un grand parti de cette période dévolue aux fainéantes. Lion, à présent, le ciel vous donne des atouts pour faire avancer vos idées plus vite et plus facilement. Vous acceptez de faire des efforts relationnels pour sécuriser vos projets, car il reste votre préoccupation majeure. Amis de signe Vierge, vous n'aimez guère recevoir des leçons sur votre manière de travailler. Vous avez le sentiment d'être professionnel et certaines remarques vous font bouillir. Balance, faites de votre mieux et redoublez d'efficacité. Vous allez travailler beaucoup plus aujourd'hui et vous serez intensément sollicité. Amis du signe Scorpion, la possibilité d'échapper à des contraintes un peu lourdes, perte de temps, obligation de présence reste envisageable. Les circonstances tournent à votre avantage. Vous allez éviter aujourd'hui le pire sans trop de difficultés. Sagittaire, quelque chose se renouvelle dans votre existence et si cela entraîne quelques sacrifices, le bénéfice en vaut la chandelle. Amis du signe Capricorne, de grandes décisions pourraient être prises sans trop de difficultés. Les influx permettent une réflexion profonde qui amènera à une bonne décision. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, aujourd'hui, vous avez besoin de voir de vos propres yeux ou encore de toucher du doigt pour être convaincu. Ne vous montrez pas trop forcément sceptique. Poisson, pour finir, vos capacités mentales sont en hausse. Vous pouvez espérer une promotion ou encore un changement de travail positif. La chance vous accompagne. Ne la laissez pas passer. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques de ce mercredi. Vous restez avec moi ainsi qu'Atifa Olafa. On appelle à présent en plateau Nasrine Fatoumbi et Carles Kitoumé pour le panel de discussion. Le panel de discussion avec vous, Carles Kitoumé, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrine Fatoumbi, Panalo. Bon, je suis pas un peu ce matin. Bonjour à nouveau à Nasrine Fatoumbi, Quentin Amoussou et Atifa Olafa. C'est vos regards qui me perturbaient tout à l'heure. Ah bon, ne soyez pas perturbés alors. Alors, je devais être comment? Restez concentré. Concentré. Alors, Carles Kitoumé, l'interrogation de ce matin, c'est la nature de savoir la nature des relations que l'on doit réellement avoir avec son père pour une vie heureuse. Déjà, l'entrée de jeu, pour vous, un père, c'est quoi? Quelle est sa symbolique? Non, mais un père, c'est la référence. C'est cette première personne à qui on se réfère en tout. Celle qui vous assiste au début de votre vie, qui vous donne les premières notions, qui vous aide à acquérir certaines valeurs. Donc un père, c'est quand même, je vais dire, quelqu'un de central. Un guide? Oui, un guide, ça dépend. Il peut devenir un guide. Mais c'est quelqu'un de très important qui vous façonne. Et donc, si vous avez un père qui vous donne un peu d'attention, il est probablement votre meilleur ami. Il est probablement votre premier confident. Il est probablement cette personne autour de qui vous allez essayer de poser les fondations de votre vie. Alors, avant de revenir par rapport à ces relations que vous avez entretenues, avec votre papa, j'ai quand même la volonté de demander à tout un chacun ici, pour eux, c'est quoi un père, Atifa? Un papa, c'est celui qui donne la vie. C'est ça s'arrête là? Je sais pas. Un papa, c'est un tout. C'est un tout. C'est-à-dire, il y a quoi dans ce tout? Celui qui éduque, celui qui... Je dis papa, les mots me manquent même pour décrire. Vous êtes chargé d'émotions. Exactement. Est-ce que vous aimez vraiment papa? Ouais. Atifa, Nasrine, ce matin. Pour moi, je vais dire, un père, papa, c'est un guide, une référence qui il faut s'épauler, quelqu'un qui est là
pour te conduire sur le droit chemin, pour ne pas aller. Même si des fois, c'est pas toujours droit. Mais moi, je crois que. Qu'est-ce que c'est pas toujours droit? Ce que tu ne parles papa ou bien quoi? Oui. Ah bon, comment? On y reviendra quand même. Un père, c'est quelqu'un. Bon, un responsable quand même. Un responsable. Celui qui donne la vie comme l'a dit Atifa. Un protecteur aussi. Un protecteur, un bouclier. Quentin, pour vous? Bon, il y a déjà eu assez de définitions pour ne pas. J'espère qu'en le disant ici, je ne vais pas en abuser. Je dirais tout simplement qu'un père, c'est votre Dieu sur terre. Tout simplement. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Voilà, donc vous ne répétez personne. Voilà, c'est votre Dieu sur terre. C'est, comme ils l'ont dit déjà, votre guide. C'est le premier homme que vous commencez par apprécier, le premier homme qui vous fait découvrir beaucoup de choses, qui vous apprend réellement ce que c'est que la vie, et celui en qui vous décidez de placer votre confiance, puis au fil des années, si ça marche bien, il peut finir par devenir votre meilleur ami. Il peut finir par devenir votre meilleur ami. Alors, quand c'est tourné l'intervention, c'est de savoir quelle relation doit-on réellement entretenir avec son père pour une vie heureuse. Je crois que quand nous nous référons aux paroles bibliques, on a dit « Honore ton père et ta mère et tu seras béni ». Et je crois que c'est l'une des rares recommandations bibliques dont la récompense est dite automatiquement à côté. « Honore ton père et ta mère et tu seras béni, tu vas prospérer ». Ce qui veut dire que nous avons le devoir de reconnaître l'importance et la place d'un père dans notre vie. Nous avons le devoir de lui donner, de reconnaître son autorité. Et je reviens même dans notre culture, on dit si vous vous faites maudit par votre père, c'est foutu. Et il y a des papas qui menacent même de maudire les enfants dans des situations données. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ils sont irresponsables, ils sont un peu cons dans la tête. Je ne sais pas comment un père ne peut vouloir que le bien de son enfant, mais quel que soit ce que lorsque l'enfant défie le père, lorsque l'enfant... La nature règle ce genre de problème plus facilement que l'homme. Vous allez vous aviler en voulant détruire la vie de votre enfant. Comment vous pouvez détruire la vie de votre enfant? C'est même inconcevable. C'est même inconcevable. C'est inhumain. Vous ne lui avez pas donné la vie, hein. C'est Dieu qui lui a donné la vie en vous utilisant. Donc, il n'est pas votre propriété. Dieu l'a mis à votre charge pour que vous puissiez l'aider. C'est un devoir. C'est pas, vous n'avez que des devoirs envers un enfant. Vous n'avez aucun droit. Parce que même quand il a grandi, vous ne pouvez pas lui dire, remets-moi ton salaire. Mais vous avez le devoir de l'aider à grandir, à croître, à avoir une formation et à se prendre en charge. Vous n'avez que des devoirs envers un enfant. Aucun droit. Et donc, quand vous pensez que, bon, il m'a désobéi, d'abord, vous savez si votre enfant... Vous n'avez pas de bon respect? Vous avez le devoir de l'éduquer, il va vous respecter. Si vous l'éduquez bien, il vous respecte. Si vous l'éduquez mal, il va vous gifler devant tout le monde. C'est vous, en fait. L'enfant est responsable de rien. C'est vous, le parent. Et il faut tout faire pour avoir la force et la patience d'éduquer les enfants. Pour moi, c'est capital. Maintenant, l'enfant peut connaître des dérapages. Mais retenez que c'est vous. Si votre enfant est resté avec vous depuis son enfance, vous l'avez pris en charge, vous l'avez écouté, vous avez fait attention à tout ce qui n'allait pas, que vous avez corrigé, c'est sûr que l'enfant ne sera pas une calamité plus tard. Mais quand vous allez le placer sur des gens, vous êtes incapable de le nourrir, vous ne respectez pas vos engagements, vous n'assumez pas vos responsabilités, vous allez créer un monstre dans votre chambre. Un monstre dans votre chambre, là. Alors, Atifa, à la fois pour vous, quelle est la nature des relations qu'un enfant doit entretenir avec son papa? Là, il y a des émotions là. Alors, je me retourne tout de suite là vers Nasserine Fatoumbi. On peut comprendre le sujet de ce matin un peu peut-être personnel avec ceux ou celles qui ont peut-être des problèmes personnifiés. Nasserine Fatoumbi, quel est le type de relation que vous pouvez entretenir ou vous devez entretenir avec votre papa? La nature des relations que vous entretenez actuellement et ce que vous recommandez, conseiller à tous ces jeunes-là qui nous suivent ce matin. Bon, je ne veux pas beaucoup parler parce que là, elle est en train déjà de m'affecter avec son état. Bon, moi, je crois que on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents. Donc, c'est une grâce divine d'être avec ses parents. Je ne condamne pas
le fait que d'autres soient plus avec leurs parents ou autres, c'est une grâce, je me répète. Pour moi, je crois que même entretenir une relation, que ça soit une bonne relation ou une mauvaise relation, ça ne dépend pas forcément de nous. Ça dépend de qui? Ça dépend peut-être des parents. On ne sait jamais, mais avoir une relation avec ses parents, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des deux parents. Quand je dis des deux parents, c'est plus aussi nos mamans. Vos mamans. Oui. Alors pour vous, le papa doit représenter quoi pour l'enfant? Il doit être quoi pour l'enfant? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, un bouclier sur qui se reposer. Un guide. Ça, le papa doit être. Oui. Mais l'enfant, lui, quelle est la nature des relations qu'il entretient avec le papa? Est-ce que le papa est comme son confident? Est-ce que, comme certaines femmes le disent, mon premier mari? Est-ce que pour vous, le papa est le premier mari? Ou papa reste papa et son seul rôle, c'est de vous envoyer à l'école, payer la scolarité? Non. Et ça s'arrête là et... Non, papa reste pas papa. Papa reste notre premier confident, notre premier mari. En tout cas, pour moi, mon papa, c'est mon premier mari, mon premier confident. Il y a des trucs que je n'arrive pas à dire à ma maman. Donc, avec le papa, le courant passe très vite, même si c'est pas ce que je souhaite qu'il me... C'est pas qu'il me donne de mauvais conseils, c'est pour... Mais avec la maman... Parfois, vous n'entendez pas ce que vous voulez entendre, c'est ça? Voilà. Et ça vous choque, ça vous gêne? Oui, mais en me confiant à lui, je me libère un peu facilement. Facilement. Oui. Quand tu es à Moussou, avant de revenir à Tifa Olafa, la nature des relations avec papa doit être rythmée par quoi? Je ne suis pas encore père, mais j'espère que quand je le serai, je serai un bon père. Mais déjà avec votre papa? Déjà avec mon papa, j'ai de bonnes relations avec lui. Parfois, il arrive qu'on ne se comprenne pas. Ça, c'est naturel. On n'est pas obligé de se comprendre tout le temps. Mais l'essentiel, c'est de se retrouver à avoir un seul accord, une seule voix qui passe. Et moi, je pense que pour que il y ait une bonne entente entre le père, le fils ou encore avec ses enfants, il faut quand même que les parents essayent de garder deux habits dans leur placard. C'est-à-dire quoi? Le premier, c'est l'habit du géniteur, c'est à part. Et quand il faut porter l'habit du meilleur ami ou encore du premier mari, il faut le faire. Parce qu'en le faisant ainsi, on évite aux enfants de faire des dérapages, de se retrouver dans des délits, dans des déclins. On évite aux enfants d'aller se confier à une tierce personne qu'ils ne connaissent pas peut-être forcément, qu'ils appellent meilleur ami, qui n'est pas forcément là pour leur donner de bons conseils tout le temps, parce que c'est guidé par des intérêts aussi parfois. Et donc, ça fait que l'enfant là, ou encore la fille là, se retrouve à tout confier à son père, à lui dire tout ce qu'il a de son fond du cœur. Et je suis très sûr, enfin, on le dit souvent, hein, les parents, aucun parent ne peut donner du serpent à son enfant à la viande, à la place de la viande ou parfois, encore du poisson. Exceptions. Voilà. Oui, mais un bon père. Ces exceptions, Kales Kitome l'a dit, c'est des pères normal. Honnêtement. Et je trouve que c'est l'une enfin, ce sont des rythmes qu'on peut donner à une relation entre père et enfant. Mais malheureusement, parfois, on voit des papas qui nous rappellent tout le temps, ou encore qui rappellent tout le temps au quotidien à leurs enfants, je suis ton Dieu sur terre, je suis. Et ce qui fait que les enfants ont la crainte, ils n'arrivent pas à aller tout confier à leur père. Mais est-ce que le fait qu'un père puisse parfois dans certains retranchements, rappeler à son enfant qui il est, c'est un rappel. Est-ce qu'il en abuse? Pour moi, il n'en abuse pas. C'est un rappel. Mais quel type de rappel il faut apporter tous les jours, par exemple? Parce que ce que Kales Kitome faisait nuancer là tout à l'heure, c'est que c'est lorsqu'il décide de mettre à exécution ces menaces-là qu'il est quand même dangereux. Oui, mais vous savez... Pour l'éclosion sociale de son enfant. Oui, mais vous savez, je suis très sûr que même si j'ai un grand frère, en qui j'ai confiance au départ, mais puis ensuite tout le temps il me dit je vais dire ci à papa, je vais dire ça à papa, un beau jour je ne vais plus me confier à ce grand frère, à ce grand frère là. C'est pareil pour le papa. Le papa, si à un moment donné, bon, c'est vrai, je le comprends aussi, parce que il y a des moments donnés où ils arrivent pas quand même à se retenir, parce que c'est leur enfant qui vient de leur dire peut-être voilà, papa, à 19 ans je suis tombée enceinte. Et bien voilà, c'est son père, mais l'enfant lui parle en se disant qu'il allait quand même essayer de la comprendre. Mais si vous n'avez pas informé votre père pendant que vous allez
toucher au sexe de temps en temps, si vous n'informez pas votre papa pendant que vous allez faire vos bêtises, vous pouvez l'informer lorsque vous avez commis votre forfait, comprenez un peu. Non, mais est-ce que vous-même, Non, mais vous savez, vous informiez vos parents avant de le faire pour exiger de vos enfants de le faire? Ok, papa à l'époque? Vous, quand vous étiez enfant là, est-ce que vous informiez vos parents avant d'aller au sexe pour que vous veniez demander à vos enfants de vous informer avant d'aller au sexe? C'est possible. Non, les enfants ne sont que une autre copie de nous-mêmes. Vous savez, moi, j'ai connu une fille, je me rappelle très bien. Elle était encore à l'université et puis elle voulait quand même changer de filière. Et puis, elle vient chez moi, elle parle et puis je lui dis, bon, maintenant, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu en as parlé à ton père? Et puis elle me dit, mon père a dit d'aller voir Quentin. D'aller voir Quentin comment? Je ne comprends pas. Il dit non, moi, papa a dit d'aller voir Quentin. Pour quelle raison? Il dit de discuter avec Quentin. Que s'il dit quelque chose, qu'elle le rapporte, et ensemble, ils vont trouver des solutions. J'étais étonné. Je me dis, mais attends, d'aller voir Quentin, je ne suis pas son père. Son père, il est là. Mais il faut venir me voir pour quelle raison? Parce que je suis avec son enfant. Et peut-être parce que, bon, voilà, il se dit, il faut mettre en place ce genre de confiance pour que ça puisse marcher. De la même manière, attendez, avant que le père ne lui dise d'aller voir Quentin, c'est que la fille est allée voir son père pour lui dire, papa, je sors avec Quentin. Et donc, si la fille n'avait pas eu à faire ça, si le papa n'avait pas... Si la fille n'a rien dit, qu'elle sortait avec Quentin, qu'elle couchait avec Quentin, et qu'elle devait que matin dire que... Papa, elle sort avec Quentin, c'est un papa. Quentin, c'est qui lui? C'est qui lui? Le papa, c'est en sortant avec Quentin, il y a des choses qui doivent se faire. C'est tout à fait normal. Donc, c'est des conseils qui... Il y a des choses qui doivent se faire. Vous trouvez ça normal aussi? C'est normal. Atifa Olafa, je me retourne vers vous à présent. J'espère que vous êtes prête à partager avec nous quelques enseignements, peut-être issus d'expériences personnelles ou peut-être issues d'expériences qu'on a eu à partager avec vous. Alors, lorsqu'on parle des relations avec un père, quelle doit être sa nature? Est-ce que il s'agit simplement de dire bonjour papa, bonjour maman, il s'agit simplement de dire papa, tu dois me payer la scolarité, ou pour vous, un père doit faire quoi concrètement? Un père, c'est à la fois un guide, un confident, celui qui oriente l'enfant, qui doit être sur tous l'épaule. Il doit surtout l'épauler, voilà. Oui. Alors, lorsqu'on parle du père Carles Kitome, je retourne vers vous. Tout à l'heure, vous avez dit un père qui maudit son enfant, il est totalement anormal, il n'a pas totalement la tête sur les épaules et autres. Mais dans le cas de figure où les parents ne sont plus ensemble, comment ça se passe? Est-ce que les relations sont encore les mêmes? Quels sont les devoirs de l'enfant? Quels sont ses droits? Je vais commencer par dire que si vous décidez de faire des enfants et qu'après vous n'êtes pas ensemble, c'est parce que vous n'êtes pas responsable. Parce qu'on sait qu'un enfant, ça se fait à deux, ça s'éduque à deux. Donc si vous avez vraiment pris l'engagement de faire des enfants, c'est que vous êtes prêt à subir tout ce qu'il faut pour les conduire jusqu'à maturité. Quand vous avez échoué dans ça, il faut vous condamner vous-même et laisser les enfants en paix. Il ne faut pas faire de ces enfants-là l'objet de chantage. Il ne faut pas que votre bill-là, que ce soit cet enfant qui en fasse le prix. Vous avez échoué dans votre relation. L'enfant ne vous a rien demandé. Vous l'avez fait venir. Vous avez le devoir de lui témoigner de l'amour nécessaire et de satisfaire à tous ses besoins. Il n'y a pas d'excuse. L'enfant est là, il est là. Vous devez tout faire pour l'enfant. Si vous ne le faites pas là, c'est que... moi, je crois à la justice divine quand même qui va vous frapper. Et vous devez être humilié. Vous devez être détruit même parce que vous avez sacrifié une vie innocente. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais moi, si je vais... Quand vous le dites si bien, ils n'ont pas le droit de le faire, mais vous savez, les relations amoureuses, ce ne sont pas de la mathématique qui ont des théories figées. Il arrive des moments donnés où... Mettez les enfants à l'écart de ça. Les enfants ne se mêlent pas à ça. Les enfants ne sont pas mêlés à cela, mais parfois on constate que les enfants subissent les affres. Dans ce cas de figure, l'enfant, lui, quelle est la responsabilité qu'il doit se prendre? Non, l'enfant, vous êtes en train de créer un monstre. Parce que l'enfant qui manque d'amour ne saura jamais donner de l'amour. L'enfant qui manque d'amour sera méchant, il devient criminel. Vous êtes en train de détruire la société tout entière parce que lui va poser des actes qui vont avoir des conséquences sur d'autres personnes. Vous avez le devoir de faire de votre enfant quelqu'un de bien, quelqu'un de sociable. Quand vous ne le faites pas, vous êtes un criminel. Je le dis, moi, vous savez, c'est bizarre, hein? Je vais rendre grâce à Dieu. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour le père que j'ai eu. C'est vrai qu'il n'est plus depuis 2 ans, mais je crois que c'est le meilleur père au monde.
mon père, il ne m'a pas laissé des immeubles. Mais je crois qu'il a mis en moi, il a semé en moi de l'amour. C'est celui-là qui m'a dit que la reine ne répond pas à la reine. C'est celui-là qui m'a dit, quel que soit le problème, il faut savoir raison garder. Il faut savoir prendre le recul. Quelle que soit la douleur que tu sens, rentre en toi. Pose-toi des questions avant de réagir. Et avant de punir quelqu'un, il faut consulter d'autres personnes. Mais quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, ne consultez personne. Ça, c'est les vertus qu'il m'a enseignées. Et il m'a dit une chose, la femme n'est pas un jouet. Si tu veux toucher une femme, il faut que dans ta tête, tu sois prêt à l'accepter comme épouse. Sinon, tu es en train de commettre un crime. Et moi, quand j'étais tout petit, je ne voyais pas mon père souvent. Je voyais ma maman beaucoup plus souvent que mon père. Mais à un moment donné, je l'ai redécouvert. C'était mon père comme ça. Mais à un moment donné, quand j'étais en classe de CM, je m'étais fracturé un bras. Et c'est là où j'ai connu mon père véritablement. Parce que je l'ai vu dans des dispositions. J'étais épaté que quelqu'un se mette à ma disposition comme ça. Il était là, il payait ma scolarité, il faisait tout. En fait, c'est l'homme providence. Quand moi j'ai besoin de quelque chose et quand mon père rentre, c'est que dans mon cœur, tout est fait. Même s'il ne me donne pas ce que je veux, il a les mots pour me mettre à l'aise. Mais je me suis fracturé le bras. Mon père n'était pas à Cotonou. Il est revenu à Cotonou. Les gens m'ont amené à l'hôpital. Il est revenu. Il est arrivé. Il a laissé son boulot. Il est venu à l'hôpital. Il était au petit soin pour moi. Mais ce jour-là, je voyais, c'est que j'ai vu en lui quelque chose d'autre. Autant d'amour, autant d'affection, jusqu'à ce que mon bras soit. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Oui. Les enfants ne sont que le mirage de nous-mêmes. Alors, lorsque on sent votre père est pris d'amour ainsi à votre endroit, ça veut dire que ses parents aussi n'ont donné pratiquement le même amour. Oui, je crois que c'est ça, c'est la logique. Et moi, mon père, il a vécu à Comé. Je suis à Cotonou, mais je ne me dérange pas d'aller passer 2-3 nuits à Comé avec lui dans une semaine. Ça ne m'a jamais l'argent. Ça ne me disait rien. Vous étiez encore là-bas le week-end passé? Mon père, il est décédé. Mais vous ne manquez pas. Ma maman, elle est vivante, elle est là-bas. Et le week-end passé, non, ouais, je vais non, très souvent je vais au village, même en semaine des fois je vais dire bonjour à ma maman. Dire bonjour à quelqu'un c'est à peine 2 heures, la personne sent que vous êtes là, vous pensez à elle et puis vous êtes parti, c'est pas beaucoup de choses. Et quand on a semé de l'amour en vous, vous donnez de l'amour. Quand on n'en a pas mis là, vous êtes un monstre. Alors Nasrin Fatoumi, est-ce que vous on a semé de l'amour en vous? Oui. Oui, donc vous repensez, vous dispensez de l'amour autour de vous? Oui, mais pas à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants volontairement. Donc il ne faut pas distorser le faut pas le distorser. Nasrin Fatoumi. On aura compris quand un Moussou, un petit commentaire. On va en finir ainsi à cause du temps et des émotions. Peut-être on va revenir dessus. Demain, oui. Peut-être un partage de l'anecdote avec nous. Moi, je dirais que c'est quand je suis venu à Cotonou, enfin, pas à Cotonou, bon d'accord, oui, c'est quand je me suis installé à Cotonou, dans les parages, que j'ai vraiment découvert mon père, que j'ai compris réellement qui il est et combien de fois il m'aimait. Parce que je me rappelle que je suis venu, j'ai fait 3 semaines, je ne l'ai pas appelé. Et puis après, pourquoi? Il m'appelle un beau jour. Pour moi, c'est que c'est le papa, donc c'est peut-être maman qui peut appeler tout le temps. Il m'appelle un jour, il dit toi ça va? Ouais. Mais est-ce que ces rapports Kalaski-Touré ne sont pas parfois dus à l'environnement dans lequel l'enfant naît, à ce qu'il a côtoyé dès son départ? C'est d'abord à cause de nos mamans. Nos mamans là, elles sont de grandes manipulatrices pour la plupart du temps, de façon involontaire même. Vous savez, je suis sûr que là où nous sommes, je le dis toujours, nous connaissons mieux nos familles maternelles que nos familles paternelles. Pour nos mamans, c'est que la famille de notre père, c'est les ennemis, c'est le diable. Donc il faut les fuir. Et si vous faites le sondage sur 10 personnes, il y a au moins 7 qui sont plus familiers avec leurs parents maternels qu'avec leurs parents paternels. Et ainsi de suite. On oublie le papa. Les papas, dans leur vieille, sont isolés. Il n'y a que maman qui a des enfants quand elle est vieille. Papa n'en a pas. Généralement, c'est le cas. Et donc, il faut que nous sachions que les enfants appartiennent au père et à la mère. Partager l'amour pour que les enfants puissent s'occuper de leur père qui a tout mis à leur disposition, qui a sacrifié toute sa vie pour des enfants quand même. Ça, c'est vrai. Il a raison d'une part. Moi, on ne peut pas dire à moi, mais j'ai déjà entendu des enfants dire que maman leur dit Manitoto, Manitoto, ça veut dire quoi alors que c'est ton père? Bon, parfois, il y a ces mamans quand même qui ont ces comportements qui, moi, je... La plupart, c'est pas seulement parce que la relation ne se passe pas. Je ne suis pas dans les émotions, mais lorsque peut-être votre maman peut-être fait des efforts de vous nourrir, pendant ce temps, votre père fait le tour, peut-être
des débits de boissons, un grand alcoolique, comprenez que peut-être la maman peut se le dire ici. C'est choquant, c'est choquant, mais peut-être les relations ne sont pas peut-être au bon fils, mais... Anecdote que ma maman m'a raconté tout récemment. Je vais pas finir mon petit commentaire. Mon petit frère qui a eu récemment le BPC, c'est le bras droit de papa. Quand il se parle à la maison, vous allez croire que c'est en train de s'échanger un frère, petit frère. Donc, maman est dans son coin et jalousait que papa a une autre petite femme. L'enfance, il se lève, il dit à maman que elle là, nous on est 4. Pourquoi papa n'aura plus d'autres enfants? Que c'est quoi son problème? C'est parce que papa a une femme et ils ne vont plus entendre dans la maison. Merci à vous, tout un chacun. On va en reparler demain. Atifa Olafa, vous permettez, on va en reparler demain. Merci à tout un chacun. Kales Kitome, merci. Quentin Moussou, merci. Nassini Fatou, merci. Atifa Olafa, merci une fois encore. On en reparle demain sur les relations qu'on doit entretenir réellement entre, avec son père pour une vie heureuse. C'est vraiment important. On aura plus de temps demain puisqu'il n'y aura pas d'invité. On va en reparler demain. Merci à tout un chacun, chers amis. À présent, on va recevoir dans ce plateau le professeur David Kofi Aza, près de Fa, qui va nous dire ce pourquoi il a écrit cet ouvrage-là, C'est Degbedo, un voyage au cœur du Fa et des vestiges endogènes. L'invité de ce matin avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, et également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Avec lui ce matin, nous parlons de ce ouvrage, C'est Degbedo. C'est pour lui l'image de l'homme qui est et qu'il pense laisser à la postérité, une autobiographie qui retrace son parcours depuis sa tendre enfance à l'initiation au Fa, aux années de recherche, sa vie professionnelle et sociale dans le monde endogène. Mais avant d'en parler avec Atifa Olafa, on va quand même lui poser, comme à l'accoutumée, quelques questions sur la thématique du panel de discussion de ce matin, notamment à savoir quel type de relation doit-on réellement entretenir avec son père pour une vie heureuse. David Kofi Aza d'entrée de jeu, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce mercredi. C'est un devoir. C'est un devoir. Atifa Olafa. Alors David Kofi Aza, on parle des relations que les enfants ou le parent qui doit entretenir entre eux. D'entrée, est-ce que quel type de relation un père doit entretenir avec son enfant? Vous savez, dans la vie du couple, les engagements ou les devoirs sont partagés. La mère a le devoir d'éduquer. Je pèse bien le mot, c'est la maman qui éduque l'enfant, pas le père. La mère a le devoir d'éduquer l'enfant et également le devoir de le conduire non seulement au sein de la société, mais au sein de cette deux familles. Par contre, le père a un devoir de protectionnisme au niveau de ses enfants ou de son enfant, mais également d'assumer, je dirais, les besoins vitaux de l'enfant. Le père a le devoir de les assumer. Donc, le rôle est partagé dans la tradition. Même si aujourd'hui, bon, chacun y va de son côté, le père, l'année en main, chicote l'enfant, alors que le père n'a pas le droit de chicoter l'enfant. Mais est-ce qu'il faut toujours accuser le père qui n'arrive pas à être là pour son enfant, peut-être au vu des situations où, dans le cas où les parents sont divorcés, qui n'arrivent quand même pas à avoir l'espace qu'il faut ou le temps qu'il faut pour assumer ses responsabilités, pour être là pour l'enfant? Est-ce qu'il faut renier ce père-là, il faut l'abandonner? Est-ce qu'il faut couper les liens avec le père? Il faut voir le problème sur deux angles. C'est-à-dire que si le père n'arrive pas financièrement à assumer les besoins de l'enfant, ça c'est autre chose. Soit c'est volontaire, soit c'est involontaire. Maintenant, si le père ne dispose pas du temps matériel pour passer le temps avec son enfant, est-ce qu'il faut le blâmer pour ça? Ça, c'est une conception occidentale. Puisque en Occident, il faut que l'enfant passe la moitié de son temps avec la maman, la moitié de son temps avec le père. Si les deux sont séparés, si les deux sont ensemble, c'est que les deux passent du temps avec ça. Là, c'est une conception occidentale. La tradition ne conçoit pas ça, parce que je peux être un père qui vit peut-être à Malenville et que l'enfant soit à Porte-Nouveau. Maintenant, si je n'ai pas le temps tout le temps d'être à côté de l'enfant, cela ne veut pas dire que je suis un mauvais père. Non.
Si c'est pour les besoins de la nécessité, ce n'est pas que c'est un mauvais père. Donc on n'a pas à blâmer le père parce qu'il passe pas assez de temps à côté de l'enfant. Même s'il passe assez de temps à côté de l'enfant, ça ne changera pas grand-chose. Je dis ça ne changera pas grand-chose parce que si la maman décide que cet enfant-là ait une bonne impression de son père, l'enfant aura une bonne impression de son père. Si la maman décide que l'enfant ait une mauvaise impression, l'enfant aura une mauvaise impression. Généralement, la maman perçoit ce manque de temps ou ce déficit de temps paternel comme une désertion, au fait. C'est-à-dire que l'homme a abandonné, c'est tout comme si l'homme a abandonné son ménage pour peut-être une autre femme, alors que souvent tel n'est pas le cas. Alors, David Kofi Aza, ce qui est généralement objet de problèmes et de pommes de discorde, c'est lorsque un père quitte la vie de ses enfants, disparaît, et que peut-être soit c'est la maman qui s'est occupée de ces enfants-là, ou peut-être un oncle, et qu'après il veut revenir, certains estiment que ce père-là, il faut le rejeter. Non, il ne faut pas le rejeter parce qu'on dit maintenant il sait, maintenant il sait. Voilà. Il y a quelque chose qu'on appelle de vieux. Il faut définir bien ça, maintenant il sait, maintenant il sait. Maintenant il sait, maintenant il sait, c'est-à-dire que le père est le maître de votre destin et votre maman également est la maîtresse de votre destin. Donc il faut respecter le père et la mère par rapport à ça. Deuxième chose, l'enfant, quoi qu'en soit l'acte que le père a posé, c'est-à-dire même les actes les plus ignorants possibles, l'enfant n'a pas le droit de juger son parent. C'est impossible. L'enfant subit, puisque c'est lui qui l'a fait venir. Le moment venu où l'enfant se sent capable de voler de ses propres ailes, alors l'enfant continue sans se père. Mais blâmer son père ou juger son père parce que son père a posé tel ou tel acte, blâmer sa mère ou juger sa mère parce que la mère a posé tel ou tel acte, ce n'est pas du ressort de l'enfant. Ce n'est pas du ressort de l'enfant. Alors, et il y a cette maxime même qui dit que on ne juge pas sa famille comme le reste du monde. Même de façon générale, c'est pas bon de juger. Les parents ou... Non, même dans la vie courante, ce n'est pas bon de juger. Parce que ce que nous estimons, ou l'acte que quelqu'un a posé, que nous estimons que c'est négatif envers nous, et en fonction de ça, nous jugeons notre vis-à-vis, nous passons souvent à côté de la réalité. Parce que si ton bonheur est avec Isaac, alors que tu t'accroches pour des raisons affectives ou autres à Ignace va te causer de tort, va te briser le cœur, à tel point que tu vas oublier de détourner ton regard de lui pour aller vers là où ton bonheur se trouve. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? On passe tout le temps à critiquer, à blâmer, à juger Ignace. Non, il n'a fait que jouer son rôle. Dans l'accomplissement de votre destin. De votre destin. Donc si quelqu'un vous trahit par exemple, ou bien vous faites confiance à quelqu'un, et la personne finit par vous trahir dans une douleur, et même au-delà de ça, vous vilipendez sur sur la place publique ou sur les réseaux sociaux comme on le fait aujourd'hui, et tout ça, ne le jugez pas. Parce qu'il est en train de jouer son rôle. C'est son rôle, c'est de vous trahir. Son rôle, c'est une leçon. Il faut, à chaque situation qui se pose, il faut se dire quelle leçon la nature veut m'enseigner par là. Comme quand chaque personne qu'on rencontre a un objectif. A un objectif, soit c'est de vous enseigner quelque chose, soit c'est de vous accompagner pour accomplir votre destin. Si même la trahison participe à l'accomplissement de votre destin, la nature met ces choses-là sur votre parcours pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses pour l'accomplissement de votre destin. Pour l'accomplissement de votre destin. Merci à vous, David Kofi Aza. On va très rapidement aller dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin. On parle de Sédégbedo. Voilà, un voyage au cœur du Fa et des vestiges endogènes. D'entrée de jeu, on est curieux de savoir pourquoi ce titre à l'ouvrage. Ce titre, c'est le premier nom que l'un de mes initiateurs m'avait donné quand j'étais encore très très jeune, à peine à la quinzaine. Initiateur au phare? Non, dans le culte endogène. Mon initiateur au phare, c'est lui qui m'a donné Tonje. Baba Zebono Awoku, c'est lui qui m'a donné Tonje. Mais Sédégbedo, c'est Nangbo Ponje qui m'a donné ce nom. C'est pour dire que lui, c'est le destin qu'il a ordonné pour qu'il fasse quelque chose à l'humanité. Donc j'avais à peine 14-15 ans quand j'ai commencé à porter ce nom, Sédégbedo. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré? Dieu a ordonné. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs parce que vous savez, quand vous êtes un homme public,
chacun y va de ses commentaires sur votre vie. Il y en a même qui ne vous ont jamais vu, mais qui connaissent mieux votre vie que vous-même. Et qui en parlent avec une certaine dextérité. Vous vous demandez, mais est-ce que, voilà. Est-ce qu'il est dans votre cœur? Voilà. Donc, il y a ça. La deuxième chose, un homme n'est pas un ange. Parce que les anges n'ont pas leur place ici. Donc, autant que nous sommes sur la planète, nous avons des défauts, nous avons des qualités. Mais on ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur ses défauts. Et on peut pas juger quelqu'un également uniquement sur ses qualités. Parce que l'harmonie, je dirais, résulte de l'analogie des contraires. Donc, il faut un peu de tout. Mais même ce qui est bien, quand on sent soi-même qu'on peut, parce que sur beaucoup de plans, tout le monde n'est pas une référence. Et je ne dis pas que je suis une référence sur tous les plans pour quelqu'un, non. Mais au niveau de mon parcours initiatique, je dis, quand je regarde là où je suis aujourd'hui et quand je regarde d'où j'ai commencé, même si je suis né dans une famille de tradition, de père et de mère, je dis, beaucoup sont nés dans cette même condition que moi, ou ont été dans cette condition, même condition que moi, mais n'ont pas eu ce parcours-là dont aujourd'hui je suis fier et je le revendique et je me le cache pas. Donc je me suis dit, tout ce qu'il y a de bon, au niveau de mon parcours, c'est mieux d'étaler ça sur la place publique et que chacun puise, que cela serve de, je dirais, de référence à chacun pour puiser peut-être quelques idées et avancer dans la vie, pas seulement sur le plan de la tradition, mais sur le plan économique, sur le plan professionnel et dans d'autres plans de la vie, que cela puisse servir de référence. Vous parlez de votre parcours, quels sont quels sont les moments qui ont rythmé ce parcours-là? Les moments forts? Oh, les moments forts, il y en a beaucoup. Okay. Il y en a beaucoup. Mais ce que je retiens, c'est que autant que nous avons besoin d'un déclic. Nous avons besoin de quelqu'un qui va servir d'élément de propulsion au niveau de votre vie. Sinon, vous pouvez avoir des qualités en vous, vous pouvez avoir des potentialités en vous, mais s'il y a personne pour vous réveiller, le potentiel en vous, vous allez vous allez passer à côté de votre vie, au fait. Et je dis ça pour faire pour rendre hommage à Madame Olo Gracia Ntaï, l'épouse du professeur Théodore Olo. L'épouse du professeur Théodore Olo. C'est jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle toujours maman. Je l'appelle maman parce que au moment où j'ai besoin de donner une orientation à ma vie, je l'ai vu directement sur mon chemin. Et depuis mon enfance, me dit, David, parce qu'on m'appelle toujours David, hein, même aujourd'hui, malgré soit date, parfois ça lui passe rapidement parce que c'est l'habitude. Elle m'a connu très petit. Et comme le dit chez nous, l'enfant ne finit jamais de grandir devant ses parents. Madame Gracia me dit toujours, aujourd'hui, elle est Nandaho, Chodaton, à Gonglo, alors que Huissou. Nandaho me dit, David, moi je crois en toi, tu as du potentiel, tu as quelque chose à accomplir, tu as une mission pour ce Bénin, tu as une mission pour l'humanité. Moi je t'encourage, tu as mon soutien. Et chaque fois qu'elle me répète ça, je dis, ce soutien n'est que moral ou... Non, le soutien n'est pas que moral. Non, ce soutien financier, psychique, psychologique et tout. Et il fut même un moment où mon garçon, mon aîné, Kelly Gibson, quand il était né, j'avais du mal à concilier ma vie de jeune, je dirais jeune marié et mes recherches. Mais pendant un bon moment, mon garçon est resté dans sa maison. Et elle s'est occupée de mon garçon pour me permettre... Comme son enfant pour me permettre d'aller faire mes recherches. Et elle a beaucoup fait financièrement pour mes recherches à travers non seulement le Bénin. Et vos recherches étaient basées sur quoi? Sur beaucoup de choses. Parce que très rapidement, quoi? J'ai pas voulu seulement me contenter de la tradition. Donc, vous avez fait des recherches sur quoi précisément? D'abord sur la numérologie. Oui. Sur la magie hindoue. Je suis un expert en magie hindoue. Sur la théologie juive. Je suis un rabbi, souvent je ne le parle pas. Rabbi, c'est un docteur en théologie juive. Mais en dehors de ça, le christianisme m'a un peu passionné. Comment? Parce que vous savez, au cœur de toutes les religions a été un noyau de vérité.
Et je suis rentré dans ce noir de vérité-là pour voir réellement ce qui s'y cache et ce que je peux retrouver qui soit en adéquation avec ma foi spirituelle. Mais en dehors de ça, je me suis intéressé également à l'islam. Je suis intéressé vraiment à l'islam et il y a peut-être des choses que je ne pourrais pas dire par rapport à ça ici, mais je me suis vraiment intéressé à l'islam et je suis allé au fond. Au fond? Oui. Quand je suis allé au fond, à la Mecque? Non, je ne suis pas allé à la Mecque. Je n'ai pas à la Mecque non plus. Alors, professeur David Kofi Azan, je vais m'intéresser à présent au contenu du livre. Dans l'intro, dans votre introduction, on peut lire « Mais ce que je suis, mon nom d'intronisation, Tony J. Segbedo, Segbedo, voilà, en dit long. » Qu'est-ce que cela signifie? Tony J. c'est Baba Zegbono, Vigan de Waku, mon initiateur au FA. Qui m'a donné ce nom parce que quand le problème s'était posé, c'était mon grand-père qui était le Danon, donc le Da à l'époque, qui est décédé en 99. Danon, c'est dignitaire du culte Dan. Du culte Dan, de Huawei Zonsa. Et en 99, là, le 14 février 99, je devais le remplacer. Et moi, sur le conseil de ma mère, j'avais fui parce que à l'époque, histoire des Da, il paraît qu'on tue les gens et tout. Donc, le trône est resté vacant pendant plus de 10 ans. Donc c'est 10 ans après que je suis rappelé encore pour forcément combler ce vide-là. Et là, je suis allé recevoir les conseils de mon initiateur, OFA. Et je lui ai dit, voilà la situation qui se pose et voilà moi mes craintes. Parce que le trône est resté vacant 10 ans et il faudrait forcément que je sois intronisé. Et Baba Azebono qui me regarde, il dit... quel est le premier rôle de l'enfant sur Terre? Bon, j'ai raconté ma vie. Il a dit c'est que l'enfant doit célébrer le nom de son père. C'est pour ça qu'il est né. Si tu veux pas que le nom de ton père soit traîné dans la boue, alors va prendre le trône. Et ainsi tu vas célébrer le nom de ton père. Ça s'est passé en août 2009. Donc bientôt je dirais 15 ans. Okay. Et c'est comme ça que je suis retourné au palais royal d'Akodonou, parce que moi j'étais couronné par le roi d'Akodonou, Landozin. Et les cérémonies d'intronisation ont été faites, mais le roi dit bon, Diaï, c'est-à-dire donne ton nom, tu dois donner un nom de sacre et de consécration, et c'est là j'ai donné le nom que mon Bokono m'avait donné, Tonje. Et Segbedo, c'est un nom que je portais déjà, bien avant ça, par Nambo Poignet, pour mon incursion et surtout ma consécration à l'ordre des Minona. Hormis cela, vous avez d'autres noms d'initiation? Non, j'ai un peu d'autres initiations, mais après, j'ai fait un rituel que nous appelons fait, et qui fait. C'est une connaissance acquise et qui permet, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés de la vie, de ne jamais succomber et de ne jamais tomber. Et ce nom-là, c'est Gandizoma Konfi, c'est-à-dire que même si le fer brûle, il ne produira jamais la cendre. Il va toujours rester dur, même s'il brûle. Donc, même si on est attaqué de toutes parts, on restera toujours debout. Et ça, c'est une connaissance acquise. Et après cette connaissance-là, j'ai pris ce nom, Gandizoma Konfi. Alors, avant de... J'ai une petite question sur le fait très rapidement, une petite digression. Mais est-ce votre nom de sacre qui vous amène à rendre hommage dans un premier temps à votre père dans ce livre-là? Non, pas seulement le nom de sacre, mais pour avoir été un des acteurs principaux, pour ne pas dire l'acteur principal de ma vie. Il a fait quoi, papa? Parce que tout à l'heure on a parlé des relations entre père et fils. Papa a fait beaucoup. Comme d'abord, nous sommes 20. Pour mon père, on est 11 garçons et 9 filles. Puis, moi, je suis le 3e garçon. Et je suis le plus récalcitrant. Et c'est sûr que nos amis internautes seront curieux de savoir, aujourd'hui, David Kofi Azan a combien d'enfants? J'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Dieu m'a donné de très merveilleux enfants. Le nom ne peut pas encore révéler. Non, je ne veux pas révéler le nom parce que même non seulement ça, un chef
de culte ne compte pas le nombre des enfants. Non. Mais Dieu m'en a donné suffisamment. Suffisamment. J'en ai même à revoir. Vous avez déjà dépassé, papa? Pas encore, mais je compte le dépasser au moins d'un. Allez-y. Donc, on est 20 pour notre papa. Moi, je suis le 3e garçon. Je suis un peu turbulent, téméraire et tout ça. Mais le vieux, malgré toutes mes dérives, a toujours eu la patience. C'est important. De me dire posément les choses, de me dire posément ce que je devrais faire normalement. C'est un père très protectionniste, mais également avant-gardiste. Avant même que tu ne poses l'acte, c'est tout comme si il a du flair et il te dit, voilà ce que tu veux faire, tu es libre de le faire, mais si tu le fais, voilà les conséquences. Donc quand ça se posait, tu t'arranges pour pouvoir supporter aussi les conséquences. C'est-à-dire que il te rend responsable de tes actes, mais il te prévient. Maintenant, tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais en dehors de ça, il m'a toujours dit, tu dois étudier. Parce que mon père, je rappelle, il a été journaliste, c'est un expert comptable. Il a même publié l'Action populaire, c'est l'un des tout premiers journaux privés du Dahomey, c'était en 1964. Mais malgré ça, il est Bokono. Mais après, il a travaillé à l'ambassade de Libye en tant que secrétaire général de l'ambassade jusqu'à la retraite. Et quand il quitte l'ambassade de Libye, il vient s'asseoir sur la natte pour je dis, mais comment un cadre de ce niveau, un diplomate de ce niveau, qui après revient s'asseoir sur la natte pour consulter, à l'époque on consultait pour 100 francs. C'est pour 100 francs. Mais 100 francs à l'époque a de la valeur. Quand même. Ben, a de la valeur, oui. Mais je dis, c'est un peu ridicule en ce moment-là. Mais je me dis, s'il va jusqu'à... il incarne les valeurs qu'il enseigne à ses enfants. Lui-même, il incarne ces valeurs-là. Les valeurs d'humilité, d'honnêteté, de sincérité, du respect, de l'amour, de la solidarité, de la fraternité. Il incarne ces valeurs-là. Et j'ai vu ce qui m'a un peu fait tout classe chez lui. Et là, parfois, ça me fait beaucoup réfléchir parce que je dis, l'homme est un peu ingrat. À chaque fin du mois, quand mon père prenait son salaire, il met 1/10 du salaire dans une enveloppe et dépose sur son bureau au cabinet là où il consulte le FA. Si des gens viennent et consultent le FA et n'ont pas l'argent pour faire les sacrifices, on va regarder dans cette enveloppe là pour aller acheter les éléments pour travailler pour ces gens jusqu'à ce que l'argent finisse. Et à la fin du mois, il remet encore ça dans cette enveloppe. Donc, tout le monde sait que cet argent-là, c'est pour accompagner les nécessités. Le sens du partage. Qui n'ont pas les moyens, mais qui sont dans des difficultés. Et c'est dans ça qu'on puisse pour régler leurs problèmes. Il faisait le social aussi dans la tradition. Il faisait le social dans la tradition. Donc, j'ai vu ça chez lui pendant tant d'années et je me suis dit... Mais les personnes qui ont joui de ces fruits-là... Tous ceux-là qui ont joui de ces fruits et que je connais, hein, d'autres sont devenus même ministres de la République, d'autres sont devenus même députés de la République. Mais ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. C'est comme ça. Et même à sa mort... Lorsqu'il pleut, on sort le parapluie, mais après la pluie, on le jette. On le jette. Même après sa mort, personne, on n'a vu personne. En tout cas, ceux-là, on ne les a pas vus. Mais on a vu des gens qui étaient des gens sincères. Sincères. Ouais. Alors, professeur David Kofi Azar, à travers votre livre, vous faites la promotion du FA, des religions endogènes. Yeah. Mais est-ce que tous ces secrets qui ont été donnés dans ce livre-là ne vont pas fragiliser ce côté sacré, spirituel qu'on a? Parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde est devenu prêtre de FA, tout le monde fait des consultations. Est-ce que si par exemple quelqu'un qui lit ce livre, parce que dans le chapitre 2 intitulé FA comme essence d'un plein épanouissement, vous avez décrit un peu comment se fait les consultations du FA, comment faire les interprétations, les signes et autres. Mais quelqu'un qui lit ce livre, qui peut-être bûche ces parties-là, qui sait comment interpréter les signes, comment faire des consultations et autres, est-ce que c'est pas une façon de livrer le secret du FA? Non, mais il faudrait même en faire davantage. Je viens de finir d'écrire un autre livre là que j'ai intitulé Les Bakinka, qui permet de faire des consultations à travers les courriers. Parce que vous savez, nous avons mené un combat. Bon, ça fait 30 ans que je suis dans ce combat-là. Depuis 30 ans que je suis Bokono, que je me suis engagé à vulgariser le FA et l'identité et les identités endogènes. Il y a beaucoup qui veulent, mais ils n'ont pas de bons répondants. Et pour ça, ils font de l'à peu près pour la population. Le besoin est là. Mais en dehors de ce besoin, il n'y a pas les ressources humaines de qualité qu'il faut pour pouvoir répondre à ces besoins.
C'est-à-dire, vous voulez permettre à ceux-là qui font de l'à peu ne pas près se faire avoir aussi par ces personnes. Non, pas ne pas se faire avoir, parce qu'ils vont, si on ne fait rien, ils vont tous se faire avoir. Okay. Le problème ici, c'est ceux qui ont le désir de pratiquer le truc et qui n'ont pas suffisamment d'éléments de connaissances pour le faire. Oui. Je veux leur permettre d'avoir cette connaissance. Donc, j'ai fait finir le livre. Le livre leur permettra, parce que des fois, je vois des gens qui jettent 7 coris. On ne jette pas 7 coris. On ne peut même pas interpréter. On ne jette que 4 coris ou 8 coris. Et les 8 coris doivent être jetés de certaine manière. Il y a des gens qui prennent des coris aléatoires. Hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui fait du direct avec 5 coris, fait une consultation avec 5 coris. Et la personne appelle, est-ce que Nadia peut se marier avec Isaac? Il jette les 5 coris et puis il dit, est-ce que Naël peut épouser Nancéline? Voilà, il jette les 5 coris et dit oui, mais on va faire des travaux. Je dis, c'est de l'arnaque, certes. Mais c'est qu'ils sont là et ils sont sur les réseaux. Il faut leur permettre de se corriger. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, Les Bakinka, pour leur permettre de consulter vrai, avec 4 coris seulement, même s'ils veulent le faire à distance. Donc, si on ne leur apporte pas les éléments qu'il faut, c'est qu'on sera comptable, parce que nous savons que ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux là, toutes ces consultations-là, c'est du faux, c'est du pipeau. Nous savons que c'est du bluff. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le constat est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour corriger? Parce qu'ils vont, si on ne fait rien, ils vont toujours continuer par arnaquer la population. Mais la conséquence, c'est que cette population-là qui veut trouver le salut dans la tradition et qui est arnaquée, elle va retourner vers les églises. Mais professeur, vous dites quelque chose d'intéressant dans vos propos tout à l'heure. Vous avez dit, pour faire les consultations, il faut lancer soit 4 coris, soit 8 coris. Pourquoi des coris pairs? 4 coris pour refléter l'intégralité des concepts initiatiques traditionnels. C'est-à-dire que pour réunir les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, pour réunir les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et cela permet d'avoir une vision holistique de la situation de l'individu et de lui dire exactement ce dont l'individu souffre et en même temps de proposer les solutions adéquates. Mais si vous utilisez 5 coris, ça n'a aucun sens dans la connotation de la divination. Aucun sens. 8, oui. Parce que ça fait le double de 4. Et là, on utilise un à gauche et un à droite pour pouvoir l'interpréter. Mais en dehors de ça, on peut interpréter le 12, le 16, puis après le 64. Le 64, on rentre dans l'hexagramme. Ça, c'est les Chinois qui utilisent ça. Et après, le 256 qui est le Fa. Donc, et tout est codifié en matière de divination, tout est codifié. Alors, tu vas dire tout à l'heure, pourquoi des chiffres pairs? Non, pas forcément. Les chiffres pairs, non, c'est parce que... 4 pairs, 8 pairs, oui. 16, c'est pair ici. Oui, 16 aussi, c'est pair. Non, mais c'est juste... 64. Oui, 64 aussi, c'est pair. 64, c'est les 16 figures mères du Fa, couplées des 4 éléments de la nature. Donc, c'est les 16 fois 4, ça donne 64, qui donne les hexagrammes. On l'utilise ainsi, le problème, c'est de la base, c'est le 4, les 4 points cardinaux ou les 4 éléments. Et on a seulement la multiplication de ces 4-là. C'est pour ça que forcément, on obtiendra des chiffres pairs. Alors, dans cet ouvrage-là, moi tout de suite, j'ai été touché par des témoignages. 3 témoignages tout de suite là qui m'ont touché. Celui du professeur Kapo Maouyon, actuel président du comité des rites Vodou. Nous avons également le témoignage de Dada Alidé Convoyon. Et également un troisième, si mes souvenirs sont encore bons, c'est celui qui est relatif à Madame Gracia Olo. Vous avez parlé d'elle tout à l'heure, bien évidemment. Il y a également Florent Ressou. Florent Ressou, voilà. Oui. Voilà, Florent Ressou, j'oubliais aussi. Alors, par rapport à Kapo Maouyon, quelles sont les relations avec Kapo Maouyon? Quelles sont les relations avec Dada Voyon, qui vous a présenté carrément comme un fils et qui dit, je cite, il ne sait pas mentir et sa franchise lui crée beaucoup d'ennemis. Félicitations. Oui, on pense par le roi d'Assanté, qui est de fois être à tradition. Oui, le roi d'Assanté de Dada Voyon, je l'ai connu il y a longtemps, ça fait au moins 25 ans que je l'ai connu, que je le côtoie, et c'est bien après qu'il m'a rejoint dans l'aventure du Tofa. Et d'abord, c'est un oncle. C'est un oncle paternel ou maternel? C'est un oncle maternel. Oui. Ma maman est mariée. Et du côté paternel, vous savez que Dada Voyon, il est fils du roi Akaba. Donc, côté paternel également, au niveau d'Abomey, nous sommes issus de la lignée royale. Mais c'est
un roi que j'affectionne beaucoup et depuis son intronisation, et même bien avant, je l'ai toujours appelé père. Parce que au-delà du fait qu'on soit dans le même domaine, je reçois beaucoup de conseils de lui. Et je le consulte pour beaucoup de choses, puisque c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la vie courante et également dans la vie, je dirais, de notre profession, donc dans la vie du FA. Il a beaucoup d'expérience et je puise souvent dans ces expériences-là pour pouvoir m'orienter également. Donc, c'est une référence pour moi. Et il m'a connu depuis le jeune âge, ce qui fait que il est presque, je dirais, le remplaçant à la fois de mon père et également de ma mère. Parce que ma mère également est très liée avec de son vivant et le fréquentait beaucoup pour beaucoup de choses. Donc, c'est à la fois père et mère pour moi de Davoyon. À la fois père et mère pour vous de Davoyon. Alors, le professeur Kakoma Ouyon. Kakoma Ouyon, je l'ai connu toujours dans le ciel du FA. Parce que vous savez qu'il est très intéressé par le FA et il travaille beaucoup pour la promotion du FA. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est connus il y a un peu plus de 15 ans. Et on a beaucoup sympathisé. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble dans le domaine de la tradition du vaudou et du FA parce que il fait partie des rares intellectuels qui ne se cachent pas. Et qui ne cache pas son attachement et sa vision pour le vaudou et le fa. La plupart des intellectuels que nous avons sont souvent des culturicides. Et Kakoma Ouyon fait une exception et le revendique au vu au-dessus de tout le monde. Je crois que nous avons besoin des gens comme ça pour donner plus de visibilité, pour donner plus de poids, mais donner plus de considération surtout à nos valeurs endogènes. Et le professeur Ressou. Ressou, je l'ai connu à un moment où j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme lui. C'est-à-dire, je me rappelle, c'était au début des années 2000, où j'avais un ami, je me rappelle plus de son nom, qui était à l'époque ministre de la Culture de la France, et avec qui j'avais un projet. Et le projet, c'était de peindre les 256 signes en tableau, avec les légendes et de pouvoir les exposer en France. Donc, j'avais contacté un jeune à l'époque, aujourd'hui il est Da Aranesi, on l'appelle Victor Aranesi, il s'appelle Vakba. Il est artiste peintre, mais aujourd'hui il est Bokono. Je l'ai contacté et il a pris l'engagement de m'accompagner dans cette aventure-là. Et on a fait les 256 tableaux. Et on a fait les tableaux pour des divinités qu'on devait exposer en France. Je dis, mais moi, je suis nationaliste pur et dur. Mon pays d'abord. Et après les autres. Et j'ai ça dans le sang, je veux dire. J'ai dit, si je dois aller faire en France, il faut que je commence par mon pays. Le ministre était contre. Il dit, non, c'était prévu qu'on fasse ça pour que tu viennes exposer en France. Il dit, je vais d'abord faire chez moi. Il dit, si c'est comme ça, je te lâche parce que tu vas faire chez toi, mais tu vas le regretter. C'est vrai que je regrette, mais je ne regrette pas mon acte. Il dit, tu vas le regretter parce que les tiens ne reconnaîtront jamais ta valeur. Jamais ta valeur, il faut que tu quittes le Bénin parce que le Bénin n'a rien à te donner. J'avais le choix entre suivre l'argent ou suivre ma conviction. J'ai choisi ma conviction. J'ai laissé tomber l'argent. Et c'est là que vous avez rencontré Florent Ressou. C'est là maintenant que j'ai rencontré Florent Ressou parce que je voulais quelqu'un du milieu qui allait m'accompagner. Donc, je l'ai rencontré. Fortunément, je crois que c'est Joe Colonon de Canal 3 qui m'a mis en contact avec lui à l'époque. Il y a un peu plus de, bientôt, il y a 20 ans déjà. Et quand je l'ai vu, je l'ai exposé le projet. Il m'a jamais vu. Il dit, tiens, David, je connais ton père, mais toi, non. Seulement, ce projet est intéressant, on va le faire. J'ai dit, moi, je n'ai pas les moyens. Il dit, d'accord. Moi, je t'offre mon cadre. Et ça, je dis, des gens comme ça, c'est des gens qu'il faut valoriser. C'est des gens qu'il faut reconnaître leur mérite dans la société. Florent Ressou m'a tendu la main à 0 francs. Il dit, je donne même mon cadre. À l'époque, il avait un cadre qu'on appelait Horticulture, dans la rue de l'hôpital Saint-Luc. Il m'a donné les clés même de la maison et j'ai exposé mes tableaux là pendant 2 semaines. Et il m'a donné même la clé du bâtiment. Et c'est là que j'ai implanté ma première école du FA au Bénin. C'est dans ces locaux.
j'ai commencé par enseigner le fa. Ces personnes sont rares. Hein? Elles sont rares, ces personnes. Elles sont rares, ces personnes-là, Florent Ressou. Donc, elle m'a tout donné. J'ai dit, mais tu me connais pas, tu me donnes la clé de ta maison, tu me donnes et tout. Et puis, j'ai commencé par donner le fa. Et je suis resté là pendant des années. Ce qui est un projet qui est parti pour 2 semaines. J'ai fait les 2 semaines de l'exposition à 0 francs. J'ai vendu mes tableaux. Et là, j'ai commencé par enseigner le fa et ça a duré des années. Et là, j'ai vu quelque chose en Mais vous et j'ai jamais donné 1000 francs. Et il m'a toujours accompagné. Il a même fait la promotion de mes œuvres à travers ORTB à l'époque et à travers des émissions qu'il animait à l'époque. Et il m'a ouvert les portes de l'ORTB à 0 francs. Merci alors, pour ce témoignage et prise de gratitude. Abdelkader me permet une dernière question pour finir. Vous organisez très prochainement un séminaire public, une conférence publique sur le thème connaissance et pouvoir. Dites-nous quel en est l'intérêt. L'intérêt, c'est que, vous savez, nous sommes dans un monde où l'homme ignore ses propres potentialités, même jusqu'à 90-99%. On ignore nos potentialités. Et je dis, si l'homme pouvait prendre conscience de son être et de son état, il pouvait corriger beaucoup de choses lui-même, sans pour autant recourir à des mages ou à des théurges ou à des consultants ou à des médiums ou autres. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai décidé d'organiser cette conférence de très haut niveau. J'avoue, c'est une conférence de très haut niveau. Qu'est-ce qui la particularise? Ce qui la particularise, c'est que nous allons explorer les potentialités en matière de connaissances, dans toutes les ramifications de connaissances. Nous allons explorer maintenant les potentialités en matière de pouvoir. Le pouvoir politique, non. Le pouvoir administratif, non. Mais le pouvoir spirituel, oui. Le pouvoir social, oui. Parce que nous sommes des êtres de pouvoir, mais on n'en est pas conscience et on ne les exerce pas. L'homme doit pouvoir exercer sa suprématie sur la nature, sur les êtres et sur les choses. Et c'est de ça qu'il sera question le 10 août prochain pour la conférence sur le thème connaissance et pouvoir. Merci à vous, David Kofi Aza. On n'en finirait pas. Je rappelle à nos amis internautes que David Kofi Aza est prêtre de Fa, consacré et investi depuis bientôt une 30aine d'années. Il est adepte du Vodou Sakwata et dignitaire de la divinité Dan, grand conservateur et grand commandeur de l'authentique et universel ordre de la Reine Mère au Nord. Il est auteur de plusieurs brochures sur le Fa, les divinités et tout ce qui a trait au monde endogène. Merci à vous d'être passé. Je rappelle que au plan intellectuel, vous êtes consultant en management des projets, consultant en environnement et développement durable, numérologue, naturothérapeute. Les titres ne cessent de finir. Le chapelet est assez long, on n'en finirait pas. Merci à vous pour ce moment d'échange assez riche. Merci à vous, Atifa Olafa, d'être resté avec moi. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur Esaü TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Esaü TV. On se retrouve demain matin pour la une des journaux.